Tony Meillon a changé pas mal de versions. Est-ce qu'on peut le croire, cet homme? Comment le croire? Vous savez, quand vous changez plusieurs fois de version, c'est donc qu'il y a au moins certaines fois que vous mentez. Hein. Donc, quand quelqu'un a une fluctuation de ses versions, eh bien, il y a trois hypothèses. Effectivement, c'est que on peut mentir pour évidemment cacher la vérité, mais souvent, comme on le voit, ce qu'on nie touche les choses les plus difficiles à reconnaître sur soi-même. On voit qu'il nie l'agression sexuelle, mais il reconnaît un acte sexuel consenti, donc il reconnaît. Ensuite, on voit qu'il présente une forme accidentelle de l'homicide, mais il nie les coups de couteau, il ne les commande pas. Mais surtout, on voit que quand il a allégué l'amnésie, ça portait sur le découpage. Et quand on regarde humainement, entre agresser sexuellement, tuer et découper, ce qui est le plus hors norme, ce qui est le plus choquant pour un être humain normal, qu'il est aussi pour une partie de lui, c'est le découpage du corps. Est-ce que vous croyez, vous, à l'existence de Monsieur X qui aurait découpé le corps? Non, vous l'avez vu, mon hypothèse, c'est que Monsieur X est la énième fluctuation, et en même temps, Monsieur X vient proposer une solution formelle pour le découpage. C'est-à-dire que, donc, il essaie de s'exonérer dans ses versions multiples de beaucoup de choses, mais en particulier du découpage du corps. Donc, Monsieur X, c'est quelque chose qui apparaît, en plus, vous voyez, il est mystérieux, il est anonyme, on ne peut pas en parler, et je l'ai observé au CNO de Fresnes, des sujets qui avaient fait des actes hors normes, notamment, on va dire, quand les actes sont proches du découpage ou des actes de barbarie. Eh bien, on voit apparaître un personnage mystérieux auquel le sujet parfois ne croit pas lui-même, mais qui vient donner une explication formelle pour s'exonérer de la partie que on ne peut pas reconnaître soi-même face aux autres. La théorie du complice, c'est quelque chose que vous avez vu fréquemment? C'est un classique, notamment dans les faits divers hors normes, où quelqu'un a fait quelque chose de particulièrement grave ou détonnant pour le citoyen moyen et aussi pour lui-même. Et donc, on imagine un complice, mais vous voyez, ce complice est anonyme, il est mystérieux et on ne peut rien en dire. Alors, vous voyez bien que c'est pour moi séduisant en criminologie de faire l'hypothèse que c'est une façade pour masquer ce que lui-même ne peut pas reconnaître. C'est une protection parce que c'est ce qu'il y a de plus choquant. C'est une protection parce que c'est ce qu'il y a de plus choquant, effectivement. C'est le moteur. On nie souvent plus durement ce qui, dans la séquence des actes, est le plus choquant. Ce qu'on ne peut pas peut-être s'attribuer à soi-même. Et aussi, il faut penser à ses proches. Peut-être il y a des gens qui... Peut-être si quelqu'un vient le voir en disant « je ne pense pas que tu as pu faire ça », vous comprenez comment on peut se rétracter de cette partie-là. Voilà quelques clés qui expliquent, à titre d'hypothèse, qu'on puisse ne pas pouvoir avouer ce qui est le plus choquant dans la séquence qui me reprochait. Est-ce que c'est un homme dangereux? Vous avez vu que j'ai essayé d'être prudent et j'ai distingué deux choses. Pour la séquence qui lui reprochait aujourd'hui, si je suis très libre, je ne pense pas qu'il la reproduira parce qu'elle est exceptionnelle, elle est en séquence. Par contre, sa dangerosité, c'est de Tony Meillon avant, le Tony Meillon voleur, le Tony Meillon braqueur, le Tony Meillon violent. Ça, c'est la personnalité de base. Et là, il faudrait qu'il fasse un travail sur lui-même pour l'infléchir. Mais souvent, j'en ai vu beaucoup au CNO, les sujets qui font des choses hors normes, Dieu soit loué, ils ne font qu'un acte dans leur vie, même quand ils sortent, ils ne répètent pas ça. Sinon, la question a été posée, est-ce qu'il pourrait être un serial killer en puissance? Mais dans le serial killer, vous avez vu que le sujet, lui, reconnaît ses actes, les assume et même défie la société. Donc c'est un fonctionnement psychique différent. Finalement, même nier, on pourrait dire, ça veut dire qu'une partie, si c'est vrai, c'est qu'il est honteux de ce qu'il a fait. Quand vous niez, on ne peut pas reconnaître. Donc l'autre carrière serait, est-ce qu'il commencerait une carrière de serial killer? En tout cas, il n'a pas le profil d'embosse d'un serial killer qui serait un personnage qui assumerait tout et même qui défierait la société. Je vais le résumer en disant, je l'ai tué, j'ai découpé et après. Voilà. Vous avez décrit une personnalité psychopathique. Ça veut dire quoi pour le grand public?
Vous savez, psychopathe, c'est pas le plus intéressant. Ça veut dire on est plus instable que la moyenne, on est plus violent que la moyenne. Mais c'est descriptif. Vous avez vu que je l'ai complété en disant qu'il avait deux problématiques de l'ego. L'être paranoïaque et être mégalo. Et donc, quand ces deux axes de l'ego, ces boursouflures de l'ego, quand on est parano et mégalo, et descriptivement psychopathe, on est dans ce que j'ai appelé les psychopathes durs, que je distingue des psychopathes banaux, ceux qui volent et qui tapent un peu dans nos villes, ou des psychopathes immatures, ou des psychopathes mous, qui font des bêtises, mais après qui le regrettent. Donc, il y a plusieurs niveaux dans la psychopathie que le curseur d'être un peu parano et mégalo, surtout si c'est une intensité forte, vient mieux éclairer de mon point de vue par rapport à un psychopathe. Finalement, c'est devenu quelque chose, vous voyez, de relativement banal dans le langage courant.